Et tout de suite, c'est l'invité de Paris Direct. Et nous recevons ce matin Vincent Jarousseau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe et documentariste. Votre livre « Les femmes du lien » aux éditions Les Arènes, qui est ici, vient de sortir. Nous y découvrons 8 femmes que vous avez suivies presque pendant 2 ans, avant et pendant la pandémie de Covid-19. Des femmes dont les métiers pourtant essentiels sont peu connus, peu reconnus, voire même plutôt ignorés, notamment par les pouvoirs publics. Et pourtant, ces femmes sont des héroïnes du quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'une femme du lien ? C'est une expression effectivement extrêmement large, mais déjà ça concerne environ 3 millions de femmes en France, c'est-à-dire une active sur 4. Ce sont des métiers tout simplement où on prend soin des autres. On prend soin de personnes plutôt en situation de vulnérabilité, soit à cause de l'âge, du grand âge, ou dans le cas de très jeunes enfants, dans le cas du handicap et évidemment de la maladie. Ce sont des métiers qui tendent aujourd'hui à se développer de plus en plus. Les besoins, on le sait, dans les décennies qui viennent vont croître énormément. La problématique de ce métier, comme vous le disiez au début, il y a des besoins, mais il y a l'attirance. Il y a des besoins, mais en même temps, il y a aussi une invisibilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté, comme dans d'autres secteurs, vous me direz, à recruter du personnel, mais y compris à assurer des services de base. Attirer les jeunes notamment. Attirer les jeunes, parce que ce sont des métiers, certes, qui apportent beaucoup de reconnaissance dans la mesure où on a un sentiment d'utilité sociale extrêmement fort. C'est ce que j'ai remarqué avec ces femmes. Elles l'expriment très très fortement dans le livre. Elles savent pourquoi elles sont là, elles savent pourquoi elles font ce métier. Mais le problème c'est que la société ne les reconnaît pas nécessairement dans la fonction essentielle qu'elles accomplissent. D'ailleurs, on voit par exemple quand même que les mentalités commencent un petit peu à changer, puisque la fille de Séverine, que l'on découvre dans ce livre, qui est auxiliaire de vie sociale, a fini par elle aussi choisir le même métier que sa mère. Elle le dit elle-même, elle a pourtant longtemps considéré ce métier comme un sous-métier, puis finalement, elle a fait un stage et puis elle s'est rendue compte en fait, que c'était un super métier et elle a commencé à dire à sa mère, mais en fait, voilà, comment j'ai pu dire finalement que c'était un sous-métier. C'est ce qu'on disait, finalement, c'est difficile de convaincre les jeunes d'aujourd'hui que ce ne sont pas des sous-métiers, bien au contraire. Oui, c'est vrai que c'est un travail de conviction. Si on prend le cas des auxiliaires de vie sociale, des aides à domicile, qu'on appelait par le passé des aides ménagères, ouais. Alors c'est bien plus. C'est beaucoup plus que ça. On les a souvent affiliés, entre guillemets, même si ce n'est pas péjoratif, à des femmes de ménage. Or, elles assurent des tâches de soins, de toilettes, notamment pour les personnes âgées. Elles permettent à des personnes âgées de rester à domicile. C'est une des grandes aspirations, d'ailleurs, dans le monde occidental. C'est une nouveauté, où les personnes âgées souhaitent vieillir le plus longtemps possible chez elles. Et donc, ceci demande évidemment beaucoup plus d'intervention à domicile, avec toute une chaîne d'intervention. Il y a le métier d'auxiliaire de vie sociale, mais on voit aussi le développement des infirmières libérales en domicile, et des ergothérapeutes, des kinés. Donc c'est vrai qu'il y a des besoins de plus en plus accrus dans ce domaine. Et puis elle crée ce fameux lien, ces femmes du lien, ce lien pour des personnes qui sont souvent isolées, qui n'ont plus forcément de famille ou des familles qui sont loin. Et justement, elles apportent un peu de chaleur, on va dire, un peu de chaleur humaine, un peu de convivialité à ces personnes qui n'ont plus rien. Et ça, il faut aussi, c'est important de le mettre en avant et on le voit d'ailleurs notamment avec Florenza aussi, dont s'occupe Marie-Basile. Si exactement. Moi, pour écrire ce livre, j'ai souhaité travailler sur 2 territoires bien distincts, un territoire rural dans le nord de la France et en région parisienne. En milieu rural, c'est assez particulier parce que les femmes du lien ont vraiment une centralité sociale. Ce sont elles qui sont présentes dans les campagnes, ce sont elles qui tiennent les campagnes, de par leur profession, parce qu'il y a à la fois beaucoup de personnes âgées, il y a des enfants aussi, et si elles ont une place centrale au niveau de leur métier, elles l'ont aussi au plan social dans la société locale, c'est-à-dire que ce sont elles qui tiennent les familles qui sont présentes auprès de leurs enfants ou de leurs propres grands-parents. Et c'est vrai qu'en ville, c'est un peu différent. Si on prend par exemple le cas de Florenza, Marie-Basile, qui est aussi auxiliaire de vie, la visite tous les jours, passe énormément de temps, c'est une personne en situation de grande dépendance. Les enfants ne sont pas là. Et souvent, ces femmes qui interviennent au domicile des personnes âgées sont les seules personnes, les seules représentantes du monde extérieur, finalement, que ces personnes âgées peuvent voir. Pendant la crise du Covid, les Français applaudissaient chaque soir le corps médical. Séverine dit « Les gens qui applaudissent, ce n'est pas pour nous. Je ne suis pas sûre qu'ils pensent à nous. » On en revient
à ce manque de reconnaissance, de considération qui est très pesant pour ces professions. Ces femmes en souffrent, elles se sentent impuissantes. Il y a eu un petit espoir quand même avec la loi sur le grand âge qui était censée reconnaître les aides du grand âge justement. Pourquoi ça a été abandonné et qu'est-ce qu'on peut faire du coup aujourd'hui? Oui, c'est un peu le drame de ce secteur. On l'a vu avant-hier, il y a eu une journée de mobilisation des métiers de l'humain à l'appel de grandes fédérations professionnelles dans ce secteur. Personne n'en a parlé ou ça a été très peu évoqué. Or, on parle de sujets extrêmement importants, de sujets d'avenir sur la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'hôpital pendant le Covid. On a vu que ces professions du médico-social, je pense aussi aux éducateurs, aux travailleurs sociaux, qui jouent un rôle extrêmement important de réparation, ont été complètement mis de côté pendant le Ségur. Il y a une prise en considération qui commence timidement à avancer. On l'a vu avec certaines mesures concernant les aides à domicile, mais aujourd'hui, il faut le dire... Les primes Covid, la prime Macron, bon, c'est fameux 1 000 €, mais bon, il y en a plein qui n'en ont pas bénéficié. Oui, et puis une prime, c'est tout à fait ponctuel. Il faut bien voir que, par exemple, une aide à domicile doit attendre 15 ans pour prétendre à un SMIC mensuel. C'est absolument inadmissible. Aujourd'hui, vous avez des services d'aide à domicile qui sont dans une situation, je pèse mes mots, catastrophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des directeurs de services d'aide à domicile qui sont obligés de refuser à des familles des prises en charge de leurs parents très âgés en situation de dépendance. On en est là aujourd'hui, aussi bien à Paris que dans les campagnes. Donc véritablement, il y a un problème. Ce livre, il est là, je dirais, pour montrer les tréfonds de ces métiers, de montrer aussi l'intelligence aussi de ces femmes. Ce sont vraiment des métiers qui supposent beaucoup d'intelligence affective. Malheureusement, on ne le valorise pas suffisamment. D'ailleurs, toutes disent qu'elles manquent beaucoup de temps avec leurs patients et qu'elles aimeraient, on le ressent dans votre livre, qu'elles aimeraient vraiment passer plus de temps. Mais est-ce que ce serait vraiment possible? Vous le dites, c'est un peu la course. Elles sont toujours obligées d'aller d'une maison à une autre et de se dépêcher pour faire leurs heures. Il n'y a pas de fatalité. Vous avez des fonctionnements différents selon les services d'aide à domicile. Par exemple, si on prend le cas de Marie Basile, dans l'organisation qui est la sienne, là où elle travaille, a la possibilité d'assurer des vacations plus longues chez les personnes âgées. Alors, on est à Paris, il y a aussi plus de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de fatalité à ce que les auxiliaires de vie passent seulement une demi-heure pour assurer une toilette, un habillement et la préparation d'un repas et le ménage chez une personne âgée. Parce que c'est le drame, c'est que souvent, ces personnes sont aussi là, et ça, on ne peut pas comptabiliser la prise en charge affective d'une certaine manière, parce que ce n'est pas quantifiable. Or, dans ces métiers, comme dans le médical, tout est quantifié d'une certaine manière. C'est un peu ce qu'on appelle la prise en charge à l'acte. Un dernier mot sur la façon dont vous avez choisi d'illustrer ce livre. On le voit bien, alors il y a des dessins, les dessins sous la forme d'une BD. Je pense qu'on va aussi le voir à l'antenne. Voilà, on le voit ici, ce sont des dessins. Et puis, donc, on comprend que tout ça, c'est la vie passée. Et puis après, il y a vos photos qui représentent la vie actuelle. Comment vous est venue justement cette idée de plutôt privilégier le côté BD, dessin pour le passé et vos photos pour la vie actuelle? Alors c'est vrai que ça peut rappeler la forme du roman photo, mais c'est du documentaire, tout est vrai. C'est-à-dire que dans les bulles, ce sont des paroles qui sont enregistrées, retranscrites et validées par les protagonistes. Et l'idée de la BD, alors ce sont les dessins de Thierry Chavant, l'idée de la BD, c'était effectivement pour raconter ce passé, parce que le passé de ces femmes est très évocateur. Il permet de comprendre aussi pourquoi on a des professions cisgenrées, avec 90% de femmes, plus de 90% de femmes, parce que souvent, il y a une assignation à l'enfance aux tâches domestiques. Donc ça, la BD permet de le comprendre. Et c'est vrai qu'après, on glisse sur le présent, d'où la photographie. Il y a vraiment une forme qui peut parfois rebuter certaines personnes. Ça n'a rien à voir avec les romans photos à l'eau de rose d'antan. Je le confirme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas le professeur Choron non plus. On est vraiment dans quelque chose qui est immersif pour le lecteur. C'est-à-dire qu'on s'identifie extrêmement fortement à toutes ces femmes. Oui, puis il y a une émotion qui est transmise. Enfin, moi, j'ai été émue plusieurs fois par certaines images et par certaines choses qui sont dites de façon très simple dans cette petite bulle, mais en fait, ça dit tout. Il y a un système de double lecture en fait, entre les paroles de ces femmes qui sont retranscrites, et il y a beaucoup de choses qui passent aussi par l'image, phénomène d'identification. Et voilà, c'est une forme narrative un peu nouvelle, mais qui, moi, me semble intéressante. Merci beaucoup, Vincent Jaroussot, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Les femmes du lien, et je le conseille. Merci
beaucoup. Restez avec nous dans un instant. On retrouve Sandrine Gomez pour un nouveau journal. À tout de suite.